N'oublie pas que c'est toi qui tiens le volant, mais c'est moi qui conduis. Petite métaphore, je suis probablement le seul représentant des propriétaires terriens et des prestataires de transport public dans les intervenants du jour. Donc je vais faire le lien avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent et puis confronter par rapport à la problématique du développeur immobilier pour intégrer les différentes contraintes de mobilité. Toujours bien d'avoir un ancrage quand on part sur une présentation. Je suis allé moins loin dans l'aspect historique des choses que le premier intervenant du jour. Je me suis arrêté aux années 50, ce qui reste cohérent par rapport à ce qu'on nous a présenté avec le boom de la banalisation de la voiture, on dira, mais qui était aussi le boom d'après-guerre en termes de développement immobilier. Alors Jean Chap, c'est celui qui a dit ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le connaissent ici. En fait, Jean Chap, c'est le personnage qui est campé par Jean Gabin dans Gasoil, le film de Michel Audiard, en 1955. Je trouve que c'est aussi un bon point d'ancrage de parler d'un film qui s'appelle Gasoil quand on parle de mobilité. Voilà. Il y a eu cette phrase de Jean Chap, et puis il y a aussi eu une phase de croissance. Ça fait plus de 20 ans que les transports publics se développent. Il y a un développement de la demande, qui est lié à un développement de l'offre, qui est lié à un développement de l'infrastructure et à un développement du matériel. Tout évolue, tout grandit, les entreprises doivent s'adapter. Et puis il y a un troisième facteur, qui est le cadre législatif, qui lui aussi évolue grandement. Début des années 2000, le Parlement adopte la LAND, la loi pour l'accessibilité pour les personnes handicapées. 2013, le peuple vote pour la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire. Facteur conjugué de tous ces éléments-là, ça offre des perspectives pour certaines entreprises de transport, dont la mienne, qui, du coup, sont amenées à une réorganisation industrielle. Il faut savoir qu'au TPF, les 2/3 des sites de production, qu'on parle de production de maintenance, qu'on parle de production dans le cadre de dépôt pour le stationnement des bus, sont concernés d'une façon plus ou moins directe par les 2 lois qu'on a vues précédemment. TPF, c'est 32 gares, 31 sont à repenser, à reconcevoir uniquement en raison de la votation liée à l'AILAND. Si on commence à réfléchir à l'outil de production, qu'on est dans le concept habituel d'efficience et d'efficacité, on concentre les choses quand on les repense. Et si on concentre, ça veut dire qu'on libère des espaces. Si on libère des espaces, ça veut dire qu'on rentre dans un concept et dans un potentiel de valorisation. Si on parle de dépôt de bus, si on parle de gare, si on parle d'atelier de maintenance des trains, on n'est pas dans la ville individuelle, on n'est pas sur quelques centaines de mètres carrés. On est plus généralement sur des ordres de grandeur qui relèvent de l'hectare ou de plusieurs hectares. Donc à partir de ce moment-là, la requalification des espaces libérés devient un enjeu fondamental de cette réorganisation urbaine. Ça, c'est la situation de TPF Immobilier aujourd'hui. On a 4 PAD en cours, on est intégré dans un PAD cadre, on parle à peu près de 20 hectares de terrain dans les centres principaux du canton pour un potentiel de développement de 300 000 m² de surface de plancher. Alors, quand on parle de reconditionner des gares, ça veut dire qu'on est au centre-ville. Tout de suite, ça veut dire que les potentiels deviennent intéressants. Ça fait presque rêver et on se dit, il n'y a plus qu'à bâtir la cité idéale. Pour ceux qui reconnaissent, c'est le projet de Le Corbusier à Paris, avec la presqu'île. Ça n'a pas exactement suivi ce cours-là. Toujours est-il qu'effectivement, on est confronté à une gageure. Tout le monde nous dit, allez-y, il n'y a plus qu'à développer. Mais on reste une entreprise de transport. Donc pour développer, il y a une dimension clé qui est intégrée, c'est la multimodalité. On ne peut pas que construire, on construit dans des environnements urbains où il y a des pôles de transport et il faut trouver le bon lien entre l'interface intermodale et le développement de l'immobilier qui va autour, quel que soit le mode de transport. Le TIM, la voiture individuelle, mais aussi le train, le bus, et quand on parle de bus, qu'il soit urbain ou régional, plus de roues bien fiables. Alors on se souvient tous, surtout pour ceux de ma génération, on a grandi au Lego et à SimCity, très facile d'acheter une gare, très facile de densifier autour d'un quartier de gare, ça prend 2 tours et puis après on a plein d'habitants, tout le monde est content. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'intermodalité, ça veut dire qu'effectivement il faut d'une part gérer le flux du piéton, le flux du vélo, le flux du 2 roues motorisé, de la voiture, du bus, que ce soit lisible, utilisable et fonctionnel. Fonctionnel pour l'utilisateur, le client de l'entreprise de transport,
mais également pour l'habitant, le client du promoteur, et également que ce soit suivi par l'autorité elle-même. Donc un certain nombre de facteurs à intégrer qui nous offrent ces magnifiques graphiques qui permettent de définir des taux de service et des facteurs de qualité, que ce soit pour des parkings souterrains, que ce soit pour des carrefours, ou que ce soit pour des kilomètres à vide de bus, et qu'il faut revenir aux fondamentaux. L'intermodalité, c'est une chose, mais l'intermodalité n'est qu'une conséquence de la mobilité. Mobilité, je me déplace. Intermodalité, je me déplace en utilisant plusieurs vecteurs. Et les exemples de multimodalité et d'intermodalité, on en a beaucoup qui sont conflictuels. Réussir à mettre dans un même espace différents types de modes de transport avec des objectifs différents en termes d'acheminement d'un point A à un point B à des vitesses différentes en gérant les périodes de pointe, ça peut souvent entraîner différentes formes de congestion qui ont déjà été développées de façon plus ou moins exhaustive dans les présentations précédentes. Alors on va faire un petit exercice. Le premier point que vous avez noté en regardant cette image, je vous demanderai de lever la main. Qui a vu un piéton? Qui a vu une voiture? Qui a vu un piéton qui venait de garer sa voiture? L'objet de cette remarque, c'est que finalement, il y a un prisme de la mobilité. Il y a plusieurs définitions à la mobilité, et en fonction de la personne qui va regarder une situation, il y aura différentes interprétations de cette mobilité. Et l'acceptabilité de la solution, l'utilité de la solution est complètement différent en fonction de la personne qui va regarder cette interface, qui va regarder ce mode de transport. Alors en termes de mobilité, je vous présente l'idée du prisme, mais finalement quand on est promoteur, développeur, est-ce qu'on n'a pas aussi un prisme de l'urbanisme? Typiquement, c'est quoi la densification? On vote la latte, on peut densifier les centres-villes, et je cite le cas d'un exemple qu'on a, la densité maximale qu'on nous autorise dans un quartier hypercentre, c'est 18 mètres 40. Est-ce que oui ou non c'est de la densité? Donc de même qu'on va appréhender la mobilité sous différents aspects, la densification et l'urbanisation va s'appréhender de différentes manières. Il y a l'aspect densité, mais il y a aussi l'aspect légal. Quand j'ai un terrain, souvent pour obtenir les droits à bâtir, je suis soumis à quelques procédures. Le prisme est cantonal également. Chaque procédure va avoir un nom différent et une organisation différente en fonction du canton où je vais l'appliquer. Alors dans certains cas, on fait des plans localement du quartier, dans d'autres, on va faire un plan qui va aménager les détails, voire le plan va être local. Toujours est-il que derrière, il y a une procédure qui s'applique, et en termes de développement, c'est l'adaptation du promoteur à la contrainte de la procédure. La procédure devant d'une satisfaire l'autorité, mais également tous les autres maillons de la chaîne qui vont au final permettre d'obtenir le droit à bâtir et d'obtenir la réalisation du projet. Finalement, l'enjeu, c'est l'acceptation. Et si on lit ces deux définitions l'une après l'autre, on passe du prisme de l'urbanisme à la schizophrénie de l'urbanisme. D'une, satisfaire l'intérêt général et prendre en compte les intérêts individuels et personnels de chaque personne qui, à un moment ou l'autre de la procédure, va pouvoir lire le dossier et donner son avis, voire faire opposition. Si on fait un petit graphique, donc l'image du labyrinthe, on est devant un mur, on passe un premier mur, typiquement l'examen préalable, on va en franchir un deuxième qui va être l'examen public. Au terme de l'examen public, on va gérer les oppositions. Une fois qu'on aura géré les oppositions, on fera des demandes de permis de construire, on remet une pièce et c'est le même bac. Discussion avec les autorités, opposition, traitement et ainsi de suite. Donc il y a cette idée du labyrinthe. Si on prend l'ensemble des partenaires, autorités ou autres tiers qui peuvent donner leur avis ou intervenir dans un projet, je vous laisse faire le compte du nombre de cases, c'est pas exhaustif. Si on part du principe que sur un quartier d'importance moyen, on va dire 1 hectare, on a plusieurs riverains directs, qu'on va avoir plusieurs mandataires pour gérer les procédures, on est déjà aux alentours de 30 entités différentes. Je vous laisse faire un mind map et regarder comment on peut gérer ça.
L'acceptation est un enjeu, l'acceptation est indispensable. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a cette acceptation, il y a toujours une dichotomie, il y a toujours un balancement et un contrebalancement dans la poursuite de la procédure. On a l'acceptation, mais derrière, il y a le développement. Donc, j'ai mes droits à bâtir, mais est-ce que j'ai maintenu l'essence du projet en tant que propriétaire terrien? Est-ce que c'est payable? Est-ce que c'est rentable dans des délais qui sont impartis et qui sont nécessaires à tout développement de projet? Admettons, les deux s'équilibrent. Je développe, je réalise. Là, j'ai un autre problème. Quelle que soit la solution que j'ai choisie, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour trouver qu'il aurait pu faire mieux. Finalement, on peut se remettre en question sur l'intérêt éventuel d'optimiser le projet avant de le réaliser. Mais c'est une réalité. Bon, sur cette image précise, j'aurais certainement pas mis le passage piéton là, mais ça c'est autre chose. Admettons, j'ai développé, j'ai réalisé, les gens ont accepté, les gens utilisent. Dernier contrebalancement. L'utilisation versus l'investissement. Qui finance? Depuis tout à l'heure, on parle de mise à disposition d'espaces publics pour les piétons, supprimons les trottoirs, faisons des pistes cyclables. Il ne faut pas oublier que dans un projet de plan local de quartier ou de plan d'aménagement de détail sur le canton de Fribourg, la grande majorité du futur DP et domaine public d'un projet est fournie et financée par le propriétaire des lieux. De même, les interfaces de transport, évidemment, l'intermodalité est nécessaire, elle doit fonctionner, mais dans quelle mesure et jusqu'à quelle limite budgétaire? Le fonds FAIF a donné une vision extrêmement claire de qui finance une infrastructure ferroviaire. Le financement des infrastructures gares routières est un peu plus complexe à aborder et nettement moins clair. De là, en tant que développeur, il y a un impératif, c'est de maîtriser son développement. Donc de mettre en place d'une façon ou d'une autre une forme de systématique. Pour que les procédures soient maîtrisées, les procédures s'enchaînent les unes à la suite des autres, en limitant au maximum le risque inhérent à la procédure elle-même. Au TPF, on a décidé d'enchaîner des MEP, mandat d'études parallèles, suivi de PAD, plan d'aménagement de détail, suivi de PED, plan d'équipement de détail. La prochaine étape devrait être l'obtention d'un permis de construire après le développement d'un avant-projet d'un projet d'ouvrage. Celle-là, on ne l'a pas encore commencé. Ça ne saurait tarder. Depuis les premières réflexions sur la stratégie de valorisation des actifs de l'entreprise, 4 ans se sont écoulés. Il n'y a pas un mur qui a été écoulé jusqu'à présent. Il y a eu une revalorisation des terrains à hauteur de 50 francs par mètre carré de terrain. Tout à l'heure, on parlait de 20 hectares. Je vous laisse faire le calcul. Ça veut dire que pour obtenir, passer d'une friche industrielle à un terrain bon à bâtir, on investit en moyenne pour chaque mètre carré concerné dans les projets 50 francs. Et accessoirement, la partie administrative dont je parlais tout au début, jusqu'à présent pour 4 PAD, on n'a aucun qui est encore entré en force, ce sont 312 pages de prise de position. Tous services confondus, y compris les synthèses du service des constructions. Sujet vaste, complexe. Ça n'empêche pas qu'on avance. Tous nos projets sont d'une façon ou d'une autre liés directement ou indirectement à une interface de transport. Qu'on parle de gare routière, que l'on parle de gare ferroviaire. Les 3 exemples types, les 3 projets les plus avancés, Bulle, Châtel-Saint-Denis et Stavayer-le-Lac. Ici on a une gare routière, ici on a une gare ferroviaire dans le socle de ce bâtiment, une gare routière, ici une gare ferroviaire avec la gare routière qui est en desservance latérale de chaque côté d'une avenue de la gare. Aujourd'hui, les potentiels sont là, la valorisation est là, il n'y a plus qu'à la tenir. Maîtriser son développement, c'est planifier, et planifier, c'est conduire. Comme je le disais, énormément d'intervenants. Finalement, c'est un ensemble. Toute contribution, quelle qu'elle soit, est bonne à prendre, sous réserve qu'elle soit là dans le but d'une amélioration ou d'un apport de plus-value lié à l'analyse du projet. On a toujours ce problème de l'opposant radical avec lequel la discussion est quasiment impossible. Cela étant, ça reste minoritaire aujourd'hui dans les projets que nous développons, et ce dont on est convaincu, c'est que la bonne entente et le travail, la collaboration
principalement avec les autorités locales et cantonales, permet d'arriver à cette roue bien huilée ou à cette forme de pyramide qui montre bien l'implication de tous les intervenants pour réussir à atteindre un objectif. Et de là, finalement, le retour à la métaphore initiale, pour un promoteur, sur des projets aussi complexes, il y a un moment où il faut savoir lâcher prise et se dire qu'on arrive à conduire le projet, même si on ne tient pas forcément le volant.